Je commençais à avoir des idées noires, à rentrer dans un truc morbide. J'ai perdu mon instinct de survie. Le cerveau automatiquement il dit oula, là faut que t'arrêtes de souffrir. Ouais. Si tu sautes du 5e étage. Je pleurais matin, midi, soir. Tout le temps sans aucune raison. Mon entourage a vraiment pris conscience au moment où je suis arrivée à l'hôpital. Les amis, salut, c'est Joe et bienvenue dans On parle de tout. Aujourd'hui, Lamia, ouais. Comment tu vas? Ça va, super, et toi? Dis la vérité, ça va se voir, tout le monde va cramer. Sur une échelle de 1 à 10, t'es stressé à combien? Un bon 6. Un bon 6, Ouais. Un bon 6. Un bon 6. Un bon, le 9, 6,5. voilà, ouais. Ah, 6,75. De toute façon, il n'y aura aucun cut, on va tout laisser, donc si tu bégayes, c'est ton problème. Oh là Mais là. t'inquiète, ça va bien se passer. Ok. Âge, origine, signe astrologique, dis-moi tout. Ok. Âge, 30 ans. Ok, 30 ans, c'est déjà pas mal. Tranquille, Signe astrologique, je suis cancer. Ok, Et dernière question, tu m'as dit? origine Marocaine. marocaine. Ouais. Tu vois, je te demande les origines, parce que moi je suis très très fier, moitié Ouais. kabyle, Ah ouais? moitié algérien, on Ok. dirait pas, hein. Ah, Benzema. Ok. Et je me demandais, est-ce que toi, dans ta famille, donc t'es 100% marocaine? Ouais, d'origine, ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez l'habitude, ou est-ce que tu as encore l'habitude avec eux, de parler de santé mentale? Aujourd'hui, maintenant, oui. Ok. C'était un peu, ça s'est imposé un peu dans nos vies, Ouais. parce qu'il m'est arrivé un épisode compliqué qui Et- a concerné ma famille, mon entourage, parce que j'étais dans un état, voilà. On va voir Donc ça, ok. aujourd'hui, oui, on a un peu découvert cette thématique-là, mais de base, non, pas du tout. Avant, pas trop. C'est pas trop, c'est que c'était inexistant. Et tu crois Ça se fait chez les rebeux, c'est vachement tabou de parler de santé mentale, tu dirais? C'est très tabou. Ok. Ça n'existe pas. En fait, c'est un concept qui n'existe pas. En général, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose que souvent, notre génération, bon, comme on est dans une génération où ça se démocratise un peu plus, on est un peu plus à l'aise avec la thématique, on comprend mieux, on conscientise mieux. Donc, bon, je parle de mon cas, mais il y a un travail qui s'est fait du coup. Parce que moi, je suis moitié kabyle, et Ouais. franchement, j'ai plein de potes algériens, Ouais. marocains, Ouais. tunisiens. Ouais, C'est le plus marrant, ça. ouais. Et chez les Kabyles, on est vachement ouvert. Ça parle de santé mentale, ça parle d'amour et Ouais, tout. j'ai connu un Mais- Kabyle, je sais ça. Ah ouais, Ouais. En amour? Ouais. Ah, on en parle pas d'amour, ok. Ok, mais on en parlera un peu après parce que ça m'intéresse selon les cultures, comment on Mhm. peut parler un peu de santé mentale. Ouais. Bref, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de produit dans le secteur de la mode. Ok, Donc, je développe des produits. Bon, actuellement, c'est en prêt-à-porter. ok. Voilà, j'ai eu une formation en école de commerce, marketing, un peu le classique. Dans la vie, t'es Ouais. chill, t'es anxieuse, t'es comment? Alors, je suis un peu des deux parce que je suis chill, mais je suis très anxieuse en même temps. C'est-à-dire que je suis très spontanée, mais j'ai un côté en moi très stressé. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je suis encore un peu. C'est quel domaine de la vie qui te stresse? Milieu pro, je pense que je me mets en fait un peu encore aujourd'hui, une charge. Bon, je t'expliquerai un peu plus tard, mais automatiquement, j'ai encore des restes d'un mécanisme d'un peu, voilà, il faut être parfaite, il faut être machin. Donc parfois, ouais, je me mets la pression pour des choses futiles. Donc ouais. Ok. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, là, tu m'as dit t'as 30 ans. Ouais, 30 ans pour moi, j'y arrive bientôt, t'as vu? ouais, nouvelle vie. Une nouvelle vague. Nouvelle vie. C'est un cap de la vie et Ouais. apparemment c'est un grand cap, surtout Ouais. chez les femmes. Ouais. Est-ce que toi, tu te mets une sorte de pression par rapport à être maman, trouver un mari, fonder une famille, ou est-ce que t'es chill? Non, plus maintenant. Un moment, ouais. Mais bon, moi, sur la fin de ma vingtaine, comme j'ai eu une transformation dans ma vie qui a fait que tous les mécanismes, tout ce que j'avais en fait ancré en moi depuis toujours, tous ces schémas-là, je les ai vachement déconstruits. Aujourd'hui, j'ai des envies. Ouais. Elles sont claires, chose que j'avais pas il y a quelques années. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis prête, je me suis construite et j'ai avancé Enfin, j'ai fait mon propre cheminement, mais je me sens prête à avancer dans ces choses-là et j'en ai vraiment envie. Par contre, je ne mets pas la pression, même si, bon, bah, je suis une femme, donc il y a toujours, je pense, inconsciemment, cette horloge hormonale qui fait que, voilà, mais c'est plus des envies qu'une pression. Ok, donc Aujourd'hui, ça ouais. va, on est. Ouais, ok. Ouais. T'as pris du recul par rapport à ça. Ouais, beaucoup. Ok. Bah, il le faut, sinon... Et Lamia, dernière question avant. Dis-moi. Moi, je veux connaître parce que santé mentale, ce qui compte beaucoup dans une épreuve de vie, c'est l'environnement. On va pas Ouais. mentir, notre environnement. Ouais. C'est quoi ton environnement proche aujourd'hui? Est-ce que tu as plein de sœurs, plein d'amis? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt seul? Aujourd'hui, beaucoup. J'ai quelqu'un de très sociable. Ok. Pas du tout, enfin très à l'aise avec les autres. Je me fais des amis très rapidement, je mets à l'aise les gens très Ouais, t'es rapidement. tchatcheuse, hein. Ouais, je pense, ouais, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec même parler, échanger et tout. Mais depuis ce qui m'est arrivé, ouais, je suis un peu plus, pas réservée, mais on va dire que j'ai besoin de plus de temps en solo. J'ai besoin de
de me nourrir un peu enfin, d'être seule. En réalité, j'ai aujourd'hui trop d'interactions sociales, ça me fatigue beaucoup. Ok, ouais, je comprends ça. Ouais. Ok. On va y aller step by step. Vas-y. Une épreuve, déjà bravo parce que c'est hyper courageux, tu vois. Là, on a commencé. C'est vrai que j'ai mis un sondage sur Instagram. Ouais. J'ai demandé à des personnes anonymes que je connaissais pas, Ouais. parce qu'on s'est rencontrés il y a très peu de temps, Ouais. de venir raconter leur épreuve. Et je vais pas mentir, tu as 80% de filles qui ont répondu, sur les gens Ah qui ont ouais. répondu. Ok. J'ai l'impression que les filles, vous avez moins de mal à parler à cœur ouvert avec Oui. votre vulnérabilité. Oui, mais Donc, ça me choque voilà. pas. Donc les mecs qui nous regardent, prenez un peu vos cornets, Oui. on est là, venez les gars. Oui, mais après, je pense que c'est des constructions sociales, ça encore. Hein. Les filles, en général, on est plus construites enfin, on est plus à l'aise à exprimer nos sentiments. On nous a appris à être émotionnellement expressives. Ouais. On nous a même demandé parfois d'être émotionnellement Tu parles expressifs. bien, oui. Ah ouais, c'est- Bon. Lamia, Ouais. cette épreuve, tu peux moi je veux un contexte. Ça a débuté quand? Ok. T'avais quel âge? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, ça a débuté parce qu'en fait, il y a eu une date officielle, une date officieuse. Moi, ça a débuté. Je vais pas parler de la. J'ai eu un épisode quelques années avant, je pense dans les 21-23 ans, entre les 20 ans, enfin, j'avais 21-22 ans plutôt. J'ai eu un petit épisode qui était lié, mais qui n'était pas lié à la problématique qui s'est posée dans ma vie quelques années après, même si elle est liée. Dans mon cas, je suis complètement tombée, je me suis écroulée pour épuisement extrême. Ok, là t'avais quel âge? J'avais 26 ans. Ok, quand tu dis je me suis écroulé, c'est à cause du taf? C'est quoi? Le taf, ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur. Je pensais que c'était le taf. Et c'est avéré que c'était pas le taf du tout. C'était tous les mécanismes que j'avais adoptés depuis que je suis bébé, en fait. Et qui, au final, m'a fait... J'ai jamais pris conscience de mes besoins. Je savais pas que je pouvais exister pour être juste moi. J'étais dévouée aux autres. On m'a appris très très rapidement le sens du sacrifice, le sens de la responsabilité. Et bah ce poids, il a fini par tout faire péter. Ok, pour que les jeunes qui regardent comprennent là, que tu me dis écroulé, pour moi ça veut tout et rien dire. J'aimerais vraiment savoir, il y a eu quoi dans ta tête? T'avais 26 piges, Ouais. 26 ans, t'allais au travail, Ouais. tu t'es écroulé du jour au lendemain? Non. Petit à petit t'as ressenti quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout du jour au lendemain. Parce que j'avais pas du tout conscience en fait de ce qui se passait en moi. Dis-moi tout. Alors, 26 ans, je venais de... Alors, c'est vrai que j'avais vécu le travail de manière pas intense, mais je me suis rendu compte que je me fatiguais un peu vite pour rien. Ok. Après une journée de travail, je rentrais chez moi, j'étais capoute. Je pouvais absolument rien faire, pas me faire à manger, rien. J'avais l'impression que je subissais ma vie parce que j'étais fatiguée tout le temps. Donc, petit à petit, il y a une grosse perte d'énergie. Voilà, grosse perte d'énergie. Arrive un moment, moi j'étais en CDD, donc mon contrat se termine. Super, j'avais l'impression de retrouver ma vie parce que j'étais dans un schéma de robotisation. Ok. Avant ça, déjà, pendant ce contrat-là, j'ai eu une période pas de burn-out, non, mais d'épuisement. J'avais un peu flirté avec ma limite. Je m'étais fait arrêter pendant 3 semaines, mais c'était pas... Enfin, je suppliais le médecin pour pas m'arrêter autant. Ok, ouais. Parce que j'avais cette conscience professionnelle de j'ai laissé dans la merde, il faut absolument pas que je m'arrête. Non, mais comment ils vont faire? Enfin, Il y en a tellement ça, on voilà. culpabilise vite au taf. Exactement. Et donc j'arrête mon contrat. Déjà pendant ces 3 semaines-là, c'est fait pour se reposer. Je me suis pas reposée du tout. Ouais. J'avais d'autres responsabilités dans ma famille. Et puis donc à la fin du contrat, donc c'était en juillet 2020. Puis période de confinement, voilà, c'était un peu fermé. J'ai l'impression d'aller très bien. Enfin, il y a rien qui change. Sauf que je me rends compte que j'ai un rapport au travail qui est particulier parce que j'arrive pas à m'imaginer reprendre. Ok. Je sens que je me sens pas prête. Alors je me dis que c'est le facteur temps. Il faut laisser un peu le temps passer. Il faut... Voilà. J'ai beaucoup de temps libre. J'avais besoin de ça. Je passe beaucoup de temps en famille, beaucoup de temps avec mes amis. Je fais tout ce que j'ai pas pu faire pendant plusieurs mois parce qu'au travail, j'étais lessivée. Je pouvais rien faire le week-end. Je faisais que dormir. Donc voilà, je le vis plutôt bien. Mais côté perso, donc dans ma famille, c'est vrai que j'avais un rôle qui était pas très sain, qui faisait que je portais beaucoup de charges, qui était pas, voilà, je me rendais pas compte, hein, parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et puis voilà, je sentais que petit à petit, il y a des choses que j'arrivais de moins en moins à faire. Ouais, comme quoi? Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé de base.
très méthodique. Et là, je vois que j'arrive plus à organiser mes idées. Ok. J'arrive plus à organiser des journées Donc toutes là, simples. là, on parle, t'es Des encore en tâches. arrêt maladie ou t'as repris Non, le non, taf non, tranquille? depuis... Ah non, mais là, je te parle de T'as 2020. repris, c'est Entre-temps, après, ok. je vais te raconter un peu... Parce que c'est tellement complexe, Ouais, c'est raconte tellement eu comme d'étapes. comme une histoire. Il y a eu Pas, beaucoup d'étapes. pas trop détaillée, mais ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est les symptômes, ce que tu ressens. Ouais, bah justement, là, j'allais en venir. Je sens que je perds cette capacité à m'organiser. Ok, Je perds cette capacité à prévoir, à anticiper. ok. J'arrive plus à faire des choses qui semblaient tellement simples pour moi. Hmm. Faire une to-do list, m'appliquer à des tâches administratives, des trucs tout bêtes, genre de la vie quotidienne. Ok. J'arrivais plus à faire. Tu sais, ce qui est intéressant quand tu racontes, je commence à comprendre là où tu vas en venir, parce Ouais. qu'on n'a pas creusé exprès. Ouais, Il y a eu plein d'étapes de ta vie qui t'ont mené vers ce que tu vas nous Ah oui, raconter. oui, Et les gens pensent parfois, on va dire le mot dépression, ouais. mais qu'une dépression, ça arrive du jour au lendemain. Oui, Ça pas du peut, tout. ça peut. Ça peut, mais c'est dans mon cas pas Mais du tout. chacun, c'est du cas par cas. Ouais, c'est parce que je disais précédemment, mais moi, dans mon cas, ma dépression, elle n'est pas liée à un événement, tu vois, Voilà, particulier. particulier, à un élément, genre un truc factuel qui s'est passé, puis après, du jour au lendemain. Ouais. C'est vraiment, ça a été le résultat de tout un mécanisme qui était vachement malsain et qui, en fait, a fini par s'écrouler. Voilà. Et je me suis moi-même écroulée. Donc là, si j'ai compris, d'abord, l'épuisement professionnel, Ouais. où tu as arrêté 3 semaines, tu as Ouais. repris. Après, en famille, tu vois que tu en donnais beaucoup, mais Ouais, mais c'était naturel. 80%, c'était la famille. Enfin, là, en fait, le pro, c'était juste un déclencheur. Hmm. Moi, c'était ma famille parce que je viens d'une famille nord-africaine avec une certaine... Enfin, je suis aînée de ma famille, de ma fratrie. J'ai 2 petits frères et sœurs. Je suis la première fille, enfin, une des premières filles, en tout cas, de ma grande famille, quand tu englobes oncle, tante, cousin, cousine. Et il y a une pression, en fait, déjà de base chez la fille, chez l'aînée de base. Mais alors, la fille, faut qu'elle soit parfaite. Hmm. Et je me suis rendu compte après, avec le cheminement, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de tout ça. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais en fait un rôle comme de... En fait, il fallait que je sauve un peu... La sauveuse de la famille. Sauve de la famille, je sauve mes parents, Ouais. ma mère. En fait, tout est lié à une histoire, tu vois, un peu transgénérationnelle, qui a fait qu'au bout d'un moment, bah, il a fallu porter en fait tous ces poids-là, sans que je me rende compte. Hein. Tout était inconscient. Et j'ai développé des trucs qui... Bah, t'as vu quand même dans le mot dépression, il y a des plus loin pression. Ouais. Et donc on dit que ça peut venir Pression. plusieurs choses, et ça peut venir de là. Ouais, complètement. Ok, donc là, tu vois des symptômes fatigue, Ouais, fatigue. physique, mental. Mental, je me rends compte que je commence à mal dormir, Ok, alors que j'avais un sommeil... Enfin, j'ai jamais eu de problème de sommeil. ok. J'ai eu une relation particulière avec la nourriture aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être toujours vidée. Vidé comment? Vidée, je me sentais vide. Ok. Donc si tu mangeais, tu te sentais vide? ouais, je me sentais vide. En fait, c'était parce qu'émotionnellement, j'étais vide. Donc du coup, je mangeais beaucoup. Je mangeais mes émotions, en fait, que j'étais en train de mettre sous le tapis. Hmm. Et puis là, ça a commencé à vraiment devenir très sérieux. C'est quand je commençais... Alors, je suis quelqu'un de très jovial. Bon, je suis connue pour être assez solaire. J'ai pas de problème à... Enfin, je rigole beaucoup, ouais, je souris ouais. beaucoup et tout. Et là, je commençais à m'éteindre petit à petit. Je voyais tout noir. J'arrivais plus à être dans la positivité. Je voyais tout... T'arrivais à rigoler avec tes potes? En fait, je rigolais, mais c'était de la surface. En fait, quand j'étais seule, moi et moi-même, je voyais tout noir. Ok. Tout était noir. Donc, je commençais à avoir des idées noires, à rentrer dans un truc morbide. Ok. Moi, j'assimile beaucoup des fois le bonheur à l'amour. Je parle tout le temps d'amour. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu flirtais, t'avais des relations amoureuses? Ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Ok. Et j'étais pas satisfaite de cette situation-là, mais je savais pas pourquoi. Bah, ça se présentait pas dans ma vie et je l'ai su bien après. J'étais complètement refermée sur moi-même. J'avais besoin de faire un travail. En fait, moi, je sais, j'ai pas envie de faire du positive shaming ou quoi, mais j'ai vraiment... Je considère cette expérience comme étant la plus importante de ma vie parce que c'est celle qui m'a permis d'éclore. Et c'est quand je suis passée par des moments extrêmement difficiles, mais c'est ce passage-là qui m'a permis après de m'ouvrir au monde parce que j'ai pris conscience du monde. Attends, ça tu vas venir à la fin, la belle conclusion. Ouais, Attends, j'avoue, tu j'avoue, pas j'avoue. tout. J'avoue. Non, c'est hyper intéressant. Donc, Ouais. j'ai compris les symptômes qui arrivent petit à petit. Ouais. Quand tu vois que du noir, t'as dit je suis Ouais. dans le côté sombre. Ouais, très sombre. Mais en fait, tu peux pas le... C'était pas lié à un événement qui m'a un peu... Ouais, c'est petit à petit, tu te rends En compte. fait, c'est petit à petit, tu tu comprends plonges pas dans un pourquoi. truc qui tu comprends pas et tu conscientises pas tout de suite. Et ensuite, je pleurais. Alors là, je comprenais pas. Du jour au lendemain,
je pleurais matin, midi, soir, tout le temps sans aucune raison. Il y avait du chagrin comme ça, la Mais tristesse, c'était pas, colère. en fait, c'était une tristesse profonde, Ok. mais pas liée à un fait ou un événement. C'était pas lié à quelque chose, c'était juste un état qui m'a dominé et qui m'a plongé dans le noir. Hmm. Il m'a plongé dans le noir et j'ai petit à petit, je t'expliquerai après, mais ouais, Ok. j'ai eu plusieurs étapes. On va pas rentrer dans les détails de l'entourage, mais juste Mm. à ce moment-là où tu pleures régulièrement, Ouais, tu as des problèmes avec la nourriture, tu ouais. dors mal, ouais. ton entourage proche, les parents ou la famille, ils le voient. Justement, ils le voient pas. Il y a quelques personnes qui sont un peu familières avec tout ce qui est santé mentale et qui me connaissaient, qui voyaient un peu comment je vivais, quel était le rapport avec mes responsabilités, tout ça, qu'ils voyaient. Ils m'en ont parlé un peu. J'ai une amie en particulier qui me vient en tête, mais ça restait pour moi encore... j'avais pas pris encore la grosse claque, tu vois. Ok. J'étais encore dans mon truc de... Je me suis robotisée et un peu comme un buffle, tu vois, qui s'arrête pas. Mm. Je voyais pas encore bien. Et il y a eu un événement, et ça a été la goutte d'eau de trop. Je suis allée en fait installer mon petit frère dans le sud de la France parce que j'ai ma famille qui habite au Maroc et Ok. il venait s'installer. Et en fait, j'ai pris une charge en fait qui à ce moment-là, j'étais pas capable de la prendre. Et je me mettais vraiment beaucoup de pression. Et en fait, c'était le coup de trop. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très, très, très bien entourée. Mais on s'est rendu compte réellement, mon entourage a vraiment pris conscience au moment où je suis arrivée à l'hôpital. Ok. Donc avant d'arriver à l'hôpital, là, ce que je comprends, là, tous les symptômes, est-ce que là, déjà, tu en avais parlé à un médecin ou à Non. personne? Tu Bah non, gardais en fait, tout pour j'avais toi. tellement pas conscience. Pour moi, c'était tellement la vie de normale de se tuer à la tâche pour tout et pour rien. Enfin, c'était ma vie, quoi. Donc, je comprenais pas. J'avais rien changé à ma routine. C'est juste que c'était mon corps qui est en train de me lâcher petit à petit. Ouais. Et enfin. Et comment on est passé d'une jeune fille qui pleure matin, midi et soir Ouais, à une jeune fille qui va à l'hôpital? ouais, C'est toi qui as décidé? ouais. C'est comment? Non, en fait, au bout d'un moment où là, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires, Ok. clairement. Tu te rappelles un peu? Ouais. C'était comme ça, tu pleurais, il y avait Je des pleure, idées qui mais en fait, venaient. comment t'expliquer? C'est un état qui domine complètement. T'es complètement coupé du monde. Hmm. J'avais pas ce moment-là, mais après, j'ai perdu mon instinct de survie. Ouais. C'est-à-dire qu'un truc qui... C'est pas quelque chose que tu conscientises, en fait, de base, parce que c'est quelque chose que tu nais avec. Au moment où tu sors du ventre de ta mère, c'est l'instinct de survie. Tout être vivant vit avec un instinct de survie. Hmm. Tu vois, c'est un truc qui est inné. Et c'est ça qui est assez incroyable et qui est parfois compliqué à expliquer dans un état dépressif. Alors moi, je précise, hein, je parle de ce que j'ai vécu moi, parce que je sais qu'il y a autant de dépression qu'il y a d'êtres humains, et il y a autant de dépression qu'il y a de dépressifs. Mais dans mon cas, vraiment, ça a été une déconnexion de ma personne et une déconnexion du monde et de la vie. Donc oui, comment on peut passer de la fille qui rigole tout le temps à celle qui pleure tout le temps? Dans mon cas, ça a été le résultat de l'écroulement de tout un système qui était ancré en moi et qui a fini par lâcher parce qu'en fait, un être humain n'est pas censé... Et ouais. Voilà. C'est très courageux de parler des envies suicidaires. Ouais. Moi, j'en ai eu qu'une seule dans ma vie. Ouais, Et je pensais que j'étais fort, que jamais j'en Ouais. aurais. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est un système limite automatique du cerveau complètement. qui cherche un échappatoire. Mais Tu complètement. as tellement de choses qui t'arrivent que le cerveau automatiquement il dit oula, là, faut que Mm. tu arrêtes de souffrir. Ouais. Si tu sautes du 5e étage, moi c'était sauter du 5e Ouais, étage. ouais, mais je te t'auras plus raconterai, mal, mais j'ai eu tu vois. ça. Moi, j'ai eu une pulsion à un moment. C'est quoi la Et pulsion? là, c'était très grave. C'était quoi? Ça a duré genre 6 minutes, 6 ou 12. Je sais Ah, que c'est un long, multiple ça. de 12. Ouais. Il y a eu quoi? Je suis arrivée à l'hôpital. Alors non, j'arrive pas à l'hôpital. J'arrive chez le médecin. Step by step. Donc là, Step by step. comment t'arrives chez le médecin? J'arrive chez le médecin C'est parce ta mère que qui a appelé, c'est non, toi? pas du tout. Alors ma mère, la veille, elle comprenait pas. En fait, mon entourage m'en voulait parce que j'étais plus capable de faire Bah ce qu'on oui, me demandait. On voit pas des fois que... Ils ont pas pris conscience tout de suite. Je leur en veux pas, hein, pas du tout. Mais ils ont pas pris conscience et en fait, ça m'a enfoncé dans mon trou. Ok. Jusqu'à ce que, alors oui, je prends rendez-vous chez le médecin parce que là, je me rends compte que ça va pas du tout. J'arrive pas à traverser la rue Par toi-même. Hein. par moi-même, Ok. avec conseil bien sûr d'une amie. J'avais une ou deux amies qui étaient familières avec ce genre de thématique et qui m'ont dit attends, là c'est pas normal, faut que tu ailles voir un médecin. Là, tu vas chez le médecin. Donc là, je vais chez le médecin, Tu lui dis ce que généraliste, tu ressens. tu vois. Ouais. Bon, j'ai ma généraliste. J'arrive chez le médecin et en fait, j'y arrive, j'ai le sourire, mais j'ai les larmes jusque-là. Je Ah ouais. fais que pleurer et je m'excuse encore, tu vois. Pour moi, je culpabilisais d'être comme ça. Je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais tout dans ma vie qui allait bien. Enfin, qui allait bien. Je veux dire, j'ai pas vécu de traumatisme
tu vois, un deuil, un viol, des choses tellement graves. Enfin, je comprenais pas pourquoi j'étais dans cette situation-là. Pour moi, pourquoi j'ai un toit sous ma tête, j'ai une famille aimante, j'ai un entourage, j'ai des amis extraordinaires, enfin, j'ai une bonne santé. T'as pas le droit de te plaindre, genre, Mais oui, voilà, parce que moi, on m'avait appris dans ma culture, c'est t'as un toit sur la tête, t'as de quoi manger sur la table, t'es en bonne santé. Mais en fait, bonne santé physique, oui. Mais à l'intérieur, c'était Bagdad. Bah ouais. Ah, elle est belle la métaphore. Ah, mais à l'intérieur, c'était Bagdad. Mais je savais pas moi-même. Et alors, il dit quoi? Et le médecin, en fait, elle me voit et elle me dit, mais ok. Mon médecin est dans un centre médical. Okay. Psychiatre, le délai, c'était pour avoir un rendez-vous, c'était 1 mois. Et il n'était pas possible d'attendre 1 mois. C'est une dinguerie en France. Et elle m'envoie dans un centre d'urgence. Okay. Elle écrit une lettre pour que je... Parce que moi, bon, à ce moment-là, je ne savais même pas parler. Et tu as eu le courage de lui parler de tes envies suicidaires? Ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle en dit fait, là, très rapidement, j'ai été très lucide, mais je pense que c'est aussi... Là, en fait, c'est arrivé à 26 ans quand même. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça à 16 ans. Moi, je peux pas imaginer. 16-15 ans, ce que j'ai vécu Moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai arrivé à un stade dans ma vie où j'étais, on va dire, pas construite, parce que c'est cette épreuve qui m'a réellement construite. Mais on va dire que j'étais plutôt à l'aise avec ce qui m'arrivait. Je le comprenais pas, mais j'avais pas de mal à en parler. Et donc, elle écrit cette lettre. Et moi, je suis seule à ce moment-là, hein, donc je ne prends pas conscience de la gravité de mon état. Encore. Je suis dans un déni total. Okay. Depuis le début, en fait, je suis dans un déni total. Et j'arrive donc au centre et seule. Et j'oublierai jamais ce jour. C'est la prise de conscience. C'est la grosse claque dont je te parlais tout à l'heure. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Donc, t'as compris quoi au final? Déjà, j'arrive dans un centre où il y a des gens, il y a des malades, tu sais, alors mentalement malades, mais tu le vois aussi physiquement. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Bah ouais. Comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu me laisser autant aller pour en arriver là? Et je me souviens qu'il y avait, il y avait un endroit où il y avait le ciel découvert et je regardais le ciel et là, j'ai senti que ma vie prenait un tournant parce que je sentais que là, j'avais vraiment besoin d'aide. Et donc j'ai été pris en charge par une infirmière qui m'a présenté un psychiatre. Okay. Une équipe absolument extraordinaire. Première fois de ta vie que tu parlais à un psychiatre? Ah oui. Ouais. Mais moi, il faut que tu comprennes, Joseph, le concept de santé mentale est inexistant dans ma vie, dans mon entourage. Dans mon entourage, à 90%, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Et dans ma culture, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Dans ma culture, ce qui est important, c'est manger, c'est-à-dire avoir de quoi vivre. Enfin, c'est des besoins, les besoins primaires. Enfin, c'est limite des problèmes. En réalité, je me suis rendu compte après, c'est des problèmes qui, enfin, dans mon cas, d'épuisement, qui se retrouvent beaucoup dans les sociétés occidentales, dans les grandes villes où les gens travaillent beaucoup, où on est beaucoup dans l'individualisme, où tout le monde est un peu chacun de son côté. On comprenait pas ça. Enfin, ma famille en plus habite au Maroc, donc ils comprennent même pas les réalités de la vie d'ici. Enfin, ouais, Donc là, si je comprends bien, là, tu te retrouves avec des personnes qui vont mal. Ouais. Qui sont dans un environnement, voilà, où tu comprends. Mais c'était pas les mêmes problèmes. Hein. J'ai pas vu quelqu'un de dépressif. Ouais. C'était pas un hôpital psychiatrique? Bah en fait, encore aujourd'hui, je ne saurais pas tellement. Oui, c'est un hôpital psychiatrique, mais on va dire, ils appellent ça un centre d'urgence. Oui, il y a tout type de centre. Il y a tout type de malades psychiatriques. Okay. Mais ça touche à la santé mentale, mais pas forcément dépressif. Hein. Je voyais des gens avec sûrement des troubles. Et quand tu étais dans le centre, c'est-à-dire que tu y dors, tu y vas juste pour des rendez-vous pas du pour tout. La journée? Alors moi, j'y vais uniquement pour aller voir un psychiatre. Ok, pour les rendez-vous. D'accord, donc il me voit, on parle, là, on pose un mot. Dès le premier rendez-vous, il pose un mot? Ouais, il pose un mot. Déjà, mon médecin généraliste avait posé le mot sur la lettre. Et en fait, sur la lettre qu'elle avait écrite, là, j'avais lu. Et en fait, je m'étais rendu compte. Là, c'est un médecin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que c'était bien plus gros que ce que je pouvais imaginer. On était au-delà de... Et le mot, alors? Pas dépressif, quoi. Et anxiété plus, et plein de termes. Plein de termes qui, là, ont fait tilt en moi et qui m'ont dit, OK, là, en fait, là, c'est les médecins, là. Là, c'est...
Parce que je culpabilisais, et je minimisais mon état. C'est pas dans ma tête. Mais non, mais je minimisais mon état. Je me disais, mais pourquoi en fait j'ai ça? Ouais. Pourquoi je suis comme ça? C'est pas possible. J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Pourquoi? Et est-ce que le fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, quand on leur dit, le diagnostic, ils se sentent faibles, ils ont honte, etc. Ah Est-ce oui. que quand le psychiatre t'a reconfirmé que tu étais Ah oui. dépressive, ou que tu avais une dépression, parce que Ouais. c'est deux termes différents, Ouais. t'as ressenti quoi? Là, je me suis dit, ok, je rentre dans une phase de ma vie, il va falloir que je prenne soin de moi. J'ai tout coupé. Là, c'est comme si tu disais, le puits, il se referme. Parce que j'étais un puits, je faisais que... Enfin, mon énergie, elle était... Enfin, je sais pas comment Ouais, c'est comme t'expliquer ça. si tu lâchais un peu prise, là, Ouais, t'acceptais. ouais, là, j'ai accepté. Mais là, j'ai compris que, ok, il va falloir de l'aide. Mm. Il va me falloir de l'aide. Et j'ai beaucoup de chance. C'est mon entourage. Ouais, ouais. Mais ce jour-là, quand j'ai vu le psychiatre, à ce moment-là, j'étais encore, tu sais, j'étais en mode automatique, donc j'étais robotique et j'arrivais pas encore à me dire, ok, stop. Mm. Ça n'est pas arrivé tout de suite. C'est un long cheminement. Ouais, bien sûr. C'est un très très long cheminement. Et lors de ce premier rendez-vous, Ouais. parce que les psychiatres, moi, je les adore, je recommande tout Ouais. le monde de voir un psychiatre, et en même temps, en France, ils peuvent aller parfois un peu trop vite. Ouais, Le mot dépression, tu vois, il l'a dit dès le premier rendez-vous. Ouais. Là, à mon avis, au vu de ce que tu me racontes, ouais, et au vu de mon expérience, je suis d'accord avec lui qu'il en avait besoin. Ouais. Parce que tu lui as montré une certaine souffrance ouais, qui ne datait pas d'hier. Mais Non. parfois, Oui. moi, je venais de perdre mon père, j'étais juste un peu mal, ouais. j'étais en dépression. Et tu vois, des fois, ils vont un peu vite. Ce mot, Il est violent. Et il des est fois, le violent. mot, il faut le dire avec ton ouh. Avec beaucoup de recul, ouais. Et est-ce que ce jour-là, il t'a préconisé des médicaments? Ouais, Il a dit quoi? et justement. Il m'a mis sous traitement antidépresseur, Ok. avec un traitement aussi anxiolytique. Il fait peur, ces mots. Ces mots, ils Ouais, font peur. il hein. faut super peur. Mais moi, antidépresseur, pour moi, mais c'était... Ah, on dirait de la drogue au début. Attends, mais c'était un autre monde. Moi, je connaissais pas. Enfin, moi, ma vie, c'est le soleil. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et je suis entourée de gens extraordinaires. J'ai grandi dans une famille aimante, un peu compliquée parfois, mais aimante. Tu vois, j'ai grandi dans l'amour. J'ai pas souffert de, tu vois, de. Alors, je me suis rendu compte en creusant en moi qu'il y avait énormément de déséquilibre et énormément de manque que j'ai pas eu surtout quand j'étais adolescente. Mais j'ai été... tu comprends pas en fait. Oh, bah ouais. Tu comprends pas. Mais quand il m'a donné ça, moi dans mon cas, je savais que j'étais arrivée à là. Parce que j'étais dans un hôpital là. Et quand il t'a dit anxiolytique, donc c'est Ouais. des médicaments pour l'anxiété, pour les jeunes qui nous Oui. regardent, c'est totalement chimique, hein, c'est pas des plantes. Non, c'est non, très non, fort. non, non, non. Et Et- c'est à prendre très au sérieux. Je veux le préciser. Tu lui dis quoi, toi? Tu dis, ça va pas ou quoi? Non, ou pas du tout. t'acceptes? En fait, j'avais accepté parce que c'est un médecin. Et moi, c'est comme t'as très bien dit tout à l'heure, c'était vraiment le résultat d'un long process. C'est pas arrivé du jour au lendemain. La prise de conscience, ça s'est faite ce jour-là. Si on te l'avait dit des mois et des mois Mais pas avant, du tout. t'aurais dit, ouais, tu vois Mais quoi, pas toi du tout. Hmm. Pas du tout. Pour moi, ceux qui allaient chez le psy, ceux qui allaient chez le psychiatre, c'est des gens qui avaient vécu des trucs graves, tu vois. Des deuils, des trucs violents. Enfin, Ouais. moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment, moi, je parle, moi, c'est de l'épuisement. Toi, c'est Mais une tellement continuité, extrême. c'est un acheminement de C'est un plein acheminement, de petits c'est une accumulation de choses qui ont fait qu'en fait, ton système, il s'écroule. Hmm. Et j'insiste vraiment sur le mot écrouler parce que c'est vraiment, tu sais, tu te vois comme une maison et puis tu as des bases solides. Hmm. Mais en fait, en mettant du poids, et puis un tremblement de terre, et puis du poids, puis au bout d'un moment, en fait, Hmm. tout s'écroule, tu vois. Mais moi, je trouve que la dépression, parfois, ou d'une certaine métaphoriquement parlant, c'est aussi un très bon médicament parce que tu es en train de prendre une direction Complètement. pour toi, pour ta famille, pour ta fertilité. Et il te dit, hey, repose-toi, peut-être que tu dois aller par là. Oh là là. Tu vois. Ah, mais ça, c'est en conclusion, clairement, c'est la plus grande et la plus belle épreuve de ma vie au final. Ouais. Et donc là, je suis Ouais. obligé d'aider parce Oui, que bien sûr, malheureusement, on a pas- parce qu'on va aller loin, je sais. veux creuser, mais on n'a pas le Ouais, temps de ouais, creuser ouais. trop. On te donne les médicaments. Ouais. Tu les prends. Alors attends, je les prends pas tout de suite. Ok, t'as fait comme moi, t'as fait la. J'ai mis quelques jours à en prendre. Mais pourquoi? Quand je suis arrivée là, j'ai appelé ma grand-mère qui est en France. Ma grand-mère, ma meilleure amie, mes parents au Maroc. C'est qui la meilleure amie? Tu la connais très bien. Ah, c'est bon. Ah, on dit pas de prénom, on n'a pas le droit de dire On n'a pas le droit de dire le prénom. prénom. Ok. On sait jamais si elle veut pas que... Voilà. Ouais, on sait jamais. Mais cette fille-là, je vais en parler après, elle m'a sauvé la vie, elle le sait, je lui redirai et je lui dois tout. Parce que c'est quelqu'un d'extrême, c'est pas ma mère, tu vois. Elle avait pas de responsabilité à me sauver la vie. Et elle a mis tout en suspens pour me sauver moi. Genre, sans elle, Et elle t'a suis sauvé pas la là. vie parce que tu lui as communiqué que t'allais mal ou parce Ouais. qu'elle l'a vu? non, je lui ai communiqué. Et ça, c'est ultra important ce que Ouais. tu dis parce qu'une meilleure amie, de la famille ou peu importe, même s'il t'aime à mourir, Ouais.
Mais c'est pas évident pour tout le monde, hein, C'est pas de évident, mais parler. ils peuvent ne pas voir que tu vas mal. Donc là, tu as dû quand même lui dire, même si Ouais, elle le voyait peut-être mais un peu. avant, je pense qu'elle elle est issue de la même culture que moi. Hmm. Et elle aussi, elle a pas tilté, je pense, la gravité du truc. Ah ouais. En fait, elle a fait le cheminement avec moi. Au final, et c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, moi, mes parents, j'avais envoyé la lettre. J'ai pas dit un mot, j'ai envoyé la lettre. Hmm. Et là, revirement 360 degrés. Et c'est trop beau ce que tu dis sur l'amitié. Est-ce que toi, tu pourrais donner un conseil à des jeunes? Il y a peut-être beaucoup de jeunes Mm, qui voient un de leurs proches mm. qui est en dépression et qui va Ouais, mal ouais. et qui ne savent pas comment réagir. Est-ce que tu aurais un conseil? Moi, j'en ai un après que je vais donner, Ouais. mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider? Écoutez-le. L'écoute? Écoutez-le. Mm. Numéro 1, écoutez-le. Il va rabâcher 300 000 fois la même chose. Tant qu'il la rabâche, c'est qu'il a besoin de la faire sortir et il faut qu'il la sorte. Hmm. Moi, je sais que j'étais arrivée, j'ai explosé. J'ai une cocotte minute qui a explosé. Donc, je déversais tout. J'étais à un moment où j'avais plus aucun filtre. Et j'avais besoin de le faire sortir. Et c'est ce qui a participé à ma thérapie parce que j'avais tellement pris sur moi. J'avais passé une vie entière, 26 ans, à accumuler, que tout a pété. Et j'avais vraiment besoin de ça. Et elle a été extraordinaire. Pas que dans la communication. Elle a été... comment te dire? Je suis un peu émue. Bah, elle était là, quoi. Elle était présente. Hein. Honnêtement, ce niveau d'amour, je le souhaite à tout le monde Hmm. d'avoir quelqu'un qui vous aime, qui aime comme ça, quoi. Ouais. Et ce qui est C'est pas dingue, évident, ce et qu'elle a fait. il y a un truc trop important, c'est que tu me dis si je me trompe, elle a pu t'aider alors qu'elle avait même pas vécu la même chose. Pas du Et que tout. t'as pas besoin de vivre la même chose Mais pour aider. non. Hmm. C'est parler, c'est pour être là pour la personne, lui donner de son temps. Hmm. Mais en même temps, d'ailleurs, ça j'aimerais en parler, pour les personnes qui accompagnent, Hmm. faut savoir s'écouter aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner et aider quelqu'un si toi-même, tu t'aides pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, Faut aller bien pour aider quelqu'un. exactement. Faut aller bien parce qu'il faut donner Hmm. de soi. Et tu peux pas donner de soi si tu t'es pas donné à toi-même. Ouais. C'est vraiment... Moi, ce que je retiens, c'est ultra beau, c'est que la fameuse phrase « Non mais je peux pas lui en parler, il va pas comprendre, il a pas Non. vécu pareil. » Foutaise, à la Foutaise. poubelle, à la poubelle. à la poubelle. On va accélérer un tout petit peu parce que Ouais. tac, moi Ouais. je veux savoir, quand t'as pris les médicaments, Ouais. est-ce que t'as bien réagi? Alors, Ou- dis-moi tout. j'ai eu plusieurs phases. J'ai pris les médicaments au moment où déjà j'étais rentrée au Maroc, donc auprès de mes parents, parce que moi j'ai eu du mal d'ailleurs à voyager, parce que c'était la période de Covid, tu sais, où t'avais les frontières fermées. C'était aussi source d'angoisse incroyable. Mais au moment où je suis sortie en fait de l'hôpital, la prise de conscience a fait que j'avais plus de jambes, plus de mains, plus de tête. Ok. J'avais plus rien. Donc il fallait que, comme un nourrisson, je retourne vers mes parents. Ok. J'étais un enfant en fait. J'étais un nourrisson qui sortait du berceau, du berceau. Et j'ai commencé la prise d'antidépresseurs au moment où j'étais sûre d'avoir en fait un environnement, on va dire, stable avec mes parents, ma meilleure travaillais amie. Tu Non, travaillais je travaillais pas à ce Ok. moment-là. Mes parents, ma meilleure amie qui m'a accompagnée, Hmm. qui a pris le risque de m'accompagner au Maroc au moment où les frontières fermaient. Elle avait elle aussi des responsabilités familiales. Elle les a laissées et elle m'a accompagnée parce qu'il fallait que je l'aie autour. Enfin, Ça peut, fallait que je l'ai. ça peut devenir ma meilleure amie à moi aussi? Parce que franchement, moi je veux des meilleures amies comme ça, je veux partout. Ouais. genre, je souhaite à T'as tout le monde. capté. Je souhaite à tout le monde. Enfin, elle est inestimable. Elle a pas de, y a pas de mots qui peut la Arrête qualifier. de l'associer, je veux savoir Ouais, les pardon, médicaments là, les excuse-moi. médicaments. Les médicaments, donc Ah. du coup j'arrive et je le prends au moment où vraiment, parce qu'en fait à ce moment-là je suis tellement épuisée que je peux pas, en fait je peux pas organiser, me dire, j'oublie tout, perte de mémoire, je t'ai pas dit ça. Ah ouais, total. Mémoire, mais genre c'est une catastrophe, la concentration, une catastrophe. Je voyais le bonhomme rouge en traversant, dans l'instant d'après je voyais vert. En fait je ne me souvenais plus de rien. De rien. Donc, la prise de médicaments demande un suivi. Donc, il fallait que j'ai un cerveau, on va dire, sain. Et c'était ma meilleure amie, ma mère, qui suivait avec moi les médicaments. Donc, du coup, j'ai pris les médicaments, Prends antidépresseur. les antidépresseurs, avec les anxiolytiques, mais parce qu'en fait, les anxiolytiques étaient là pour contrer les premiers effets indésirables de l'antidépresseur. Peuvent augmenter l'anxiété des fois. Complètement. Et du coup, j'ai pris ça, mais en ayant eu conscience, parce qu'à ce moment-là, voilà, j'avais conscience de ce qui m'arrivait et j'avais conscience des effets indésirables. Et il fallait vraiment que je le... Voilà, parce que sinon, en fait, t'as l'impression d'être fou. Hein, Ouais, sinon. les jeunes qui regardent et qui en prennent, toujours sur recommandation d'un psychiatre. Bien et il y a sûr. des effets secondaires dans 90% des cas Mais bien sûr, qui durent quelques semaines, quelques mois max, mais qui sont bien présents et qui sont très chiants. très chiant. Très chiant et un peu déroutant au début. Mm. Et donc, du coup, je les prends. Ok, donc je commence mon traitement comme ça.
Et Est-ce que ça fait du bien, alors, le traitement? en fait, moi, dans mon cas, je n'ai pas du tout senti les effets. Mm. J'étais tellement dans un état, j'étais tellement allée loin dans mon niveau d'épuisement que les antidépresseurs, ça a été, on va dire, une béquille. Je pense Ouais. que c'était une béquille. C'est la bonne métaphore. Mais je saurais pas te dire est-ce que vraiment ça m'a fait du bien. Je l'ai su après. Parce qu'au début, voilà, j'ai eu des débuts compliqués. J'ai pris mes antidépresseurs. Je reste donc 1 mois auprès de ma famille. Et il y a un moment où il faut rentrer en France parce qu'il faut que j'aille voir mes médecins. J'ai plus de médicaments. Et il faut que j'aille voir, parce que c'est un suivi renforcé que j'avais. Mm. Donc il fallait voir que j'allais voir les médecins Bah pour ouais. qu'on voit ce qu'on fait après. Bien sûr. Et là, je rentre en France. Mais mon cerveau, en fait, il est encore en mode automatique. J'arrive pas à mettre de stop. En fait, je n'arrivais pas à mettre de stop. Mais t'as vu, on n'en parle pas assez, ça, mais quand tu es en dépression ou quand tu vis beaucoup de stress, il y a une anesthésie automatique du cerveau qui est là. Donc, Complètement. tu es comme un peu bourré. Et surtout que des antidépresseurs, on rajoute. Ça peut des fois encore plus calmer. Donc, ouais, ce que tu dis. Et puis en plus, tu sais même pas si c'est les effets d'antidépresseurs ou si c'est toi, en fait. Bah ouais, c'est un beau mélange. Et là, j'arrive en France. Et là, il m'arrive la pulsion suicidaire, quoi. Ok, alors que tu étais sous traitement. J'étais sous traitement. J'étais sous traitement depuis pas longtemps. Depuis, je pense, 3 semaines, à peu près. 3 semaines, 1 mois. Ok. Je vais bien. Enfin, j'ai l'air d'aller bien. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pendant ma prise de... Enfin, pendant toute ma dépression, mon sujet, ça a été les up and downs. Ça allait, mais c'était des montagnes. Plus ou moins... Enfin, c'était des montagnes russes. Et quand tu dis pulsion suicidaire, ça veut dire Ouais. que c'est plus fort qu'une envie suicidaire dont ouais. tu parlais tout à Ah l'heure. oui, Beaucoup plus fort. beaucoup plus fort. Un truc où t'es complètement déconnecté. Mais le médecin m'expliquait ce qui m'est arrivé. Et t'avais vraiment envie de mourir. Mais non, c'est même pas envie de mourir parce que je suis mal. Tu vois? Parce que les envies suicidaires, c'est ça. C'est que je suis tellement mal, je suis tellement dominée par une tristesse qui est tellement profonde que tu veux que ça s'arrête. C'est Ok. ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu mes envies Moi, t'es prêt suicidaires. à tout pour que ça s'arrête. Mes pensées suicidaires, c'était ça. Mais en fait, je peux plus continuer à vivre. C'était ça. Et ouais. Mais la pulsion suicidaire, c'était encore autre chose. C'était... J'allais plutôt bien, la journée, tout allait bien. Enfin, je veux dire, tout allait bien. On se comprend. J'étais très fatiguée, donc j'étais beaucoup au lit. Mais il n'y avait pas d'événement ou de trucs, tu vois, tangibles qui me dit, ah, ok, qui débloque un truc dans mon cerveau qui fait que je suis mal. Il y avait rien de tout ça. Et si on doit le résumer en une phrase pour que tout le monde comprenne. Ouais, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais tellement encore dans une phase de robotisation de mon cerveau ne s'arrête jamais de réfléchir. Mm. Il n'arrive pas à se faire sortir une pensée, en fait, de tout ça. Et en fait, c'est comme une machine à laver qui... Il n'y a rien qui sort. Ouais. Et il y a tellement rien qui sort que ton cerveau, pour dire stop, il shut down. Et il veut s'arrêter. S'arrêter, c'est la mort. Je veux mourir. Ouais, mais en fait, je voyais la mort pas comme quelque chose de triste. Hein. Comme un arrêt. Mais en fait, ça me semblait juste normal. C'est limite, t'as l'impression d'être Ouais, en fait, les gens, hypnotisé. ils pensent des fois c'est égoïste. Ben non, parce que tu penses Mais- pas à tes proches qui vont avoir mal. Tu penses pas, Tu sais que j'essayais. J'essayais. Je pense à ma mère. Mm. Je pense à ma grand-mère. Je pense à ma meilleure amie qui dormait juste à côté de moi, parce qu'on dormait dans le même lit. Et j'essaie de me dire, mais attends, mais imagine le traumatisme de voir qu'elle voit un cadavre. Sa meilleure amie partie. Non, mais t'oublies, tu dis, je veux juste mourir. Mais en fait, t'as aucune notion Mm. de la vie. Ouais. C'est compliqué à comprendre sans que tu le vis pas, mais je sais pas si toi tu as vécu ça, mais il y a un moment où genre Si, moi, ton je veux- cerveau je veux il ça. est complètement éteint, t'as aucune notion en fait de la vie tout court. T'arrivais pas à te dire, je comprenais bien que c'était mal, qu'il fallait pas le faire, mais j'arrivais pas à ressentir le mal que ça pouvait engendrer dans mon entourage. Enfin pour moi c'était... Mais ouais, non, mais je comprends totalement. Il y a un truc super important qu'on va préciser pour les jeunes. Ça faisait combien de temps que tu prenais les médicaments là? Pas longtemps, ça faisait 3 semaines, 1 mois. Ok. Ça faisait 1 mois que tu prenais les médicaments. Ouais, Il y avait ta meilleure amie qui était quand même super présente. extrêmement. Elle et sa famille. Et malgré Et ma ça, famille. tu vois, pour dire aux jeunes que ça Ouais. prend du temps la guérison. Ça prend Malgré énormément ça, de temps. tu peux craquer. Tu es craqué Ça prend du temps. et la phase la plus compliquée au début, c'est l'acceptation. Mhm. Parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas. Bien Et sûr. c'est tellement extrême comme symptôme, un état tellement grave et tellement puissant, en fait, qui te domine, qui tu n'es plus toi-même. Donc, Ouais. l'acceptation, en fait, et comprendre que la guérison, ça va être un long processus. Ouais. Et que il va y avoir des up and down, beaucoup. Il faut les accepter parce que ça fait partie du cheminement. Et Lamia, avant qu'on arrive à cette fameuse dernière étape de la guérison, ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui avec ton pep, son beau pull orange. Non, c'est bon, là. Est-ce qu'il y a un dernier symptôme, une dernière chose sur le côté mal-être que Ouais. tu aimerais détailler? Ouais.
Il y a eu, moi, c'était le vide, c'était la déconnexion au monde. Déconnexion, j'arrivais plus à sentir même ma peau. Envie suicidaire, on en a parlé. La nourriture, c'était comment? La nourriture, alors là, Tu mangeais beaucoup, pas en du fait, tout? j'étais tellement vide. Je faisais que Tu manger. bouffais. Ah, ouais, mais... Ah, ça remplit un vide, hein. Ah non, mais Ah, mais je mangeais pour 4. Genre, je mangeais J'avais- énormément. Mais pas parce que j'avais faim. Mais parce qu'aussi, il fallait que je retrouve un... En fait, j'essayais de retrouver des sensations. J'avais perdu la sensation de plaisir. En fait, ça aussi, très important, un des premiers symptômes. Tu perds tout le plaisir. En fait, même tu peux être passionné par... Moi, je suis passionnée par le chant, par exemple, je chante. Il n'y a rien qui me faisait du bien. Ouais. Ça, c'est le pire. Tu te dis, ouais, à quoi bon, je vais même C'est pas le kiffer. pire. Bah Il oui. n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il y a rien. Sortir dehors, il y avait rien. La concentration, la mémoire, la fatigue, énorme fatigue qui n'est pas normale. Tu t'isoles, t'as besoin de beau, t'arrives plus à interagir. C'est vrai. T'arrives plus. Même les gens proches, hein. Et parfois l'entourage peut ne pas le comprendre. Je pense que c'est pour eux. Enfin. Sauf la meilleure amie qui a compris. Non, ma meilleure amie, c'est encore elle, c'est Je voulais remettre une petite couche sur. Ouais, mais elle, c'est parce qu'elle a compris ce qui se passait en moi. On n'avait pas besoin de parler. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage quand même l'entourage proche qui a compris et qui a respecté mes limites. Et sans entrer dans les détails, la maman marocaine, comment elle l'a pris de se dire, ok, ma fille, elle est en dépression? Ouais. Alors ma mère, c'est une maman marocaine avec des traditions, l'éducation marocaine de base, mais quand même assez très ouverte d'esprit et assez consciente de. Bon, elle a mis du temps quand même à le comprendre, mais elle, c'est la lettre. À partir du moment où elle a vu la lettre. Voilà. Mes parents, les deux. Un médecin français qui dit ça. Mais ça aurait pu être n'importe quel médecin, mais quand elle a compris que c'était en fait médical et que quand je disais stop, c'est pas parce que j'avais pas envie. Oh là, ça vient pas de toi. Quand je dis que je peux pas ouvrir un ordinateur, c'est pas moi. Quand je dis que c'est pas moi. Je peux plus. C'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est que je ne peux plus. Et en fait, elle l'a compris quand elle a vu que c'est une maladie. C'était une maladie. Et elle a appris avec moi. Et elle m'a accompagnée, elle m'a sauvé la vie avec ma meilleure amie. Mon père aussi, bien sûr, mais mon père, c'est vrai qu'il avait plus de mal à me voir comme ça. Et moi, il y a quelque chose qu'on devrait fortement faire. On ne peut pas le faire, ça coûte cher, mais c'est faire un scanner du cerveau. Ouais. Et quelqu'un qui est en dépression forte, parce que là, ce que tu racontes, c'était une dépression forte. Ouais. Tu vois un scanner du cerveau avant et après, c'est pas du tout les mêmes. Mais il y a des études, il y a des scientifiques là-dessus, tu vois. Je trouve qu'on devrait montrer chez le psychiatre ou chez le médecin, regarde ton cerveau. Voilà. Je suis d'accord. Ça t'aiderait à dire, ah ok, c'est pas que dans ma tête. Complètement. Mais même à mon père, je lui avais fait ça. Mon père, je lui avais montré, je me souviens, pour qu'il comprenne, parce qu'il comprenait pas. Alors lui, il essayait de me soutenir avec ses mots à lui, mais en fait, ses mots, à ce moment-là, c'est pas ce dont il fallait que j'entende parce que ça participait à ma culpabilisation. Et la mienne, c'est archi beau. Là, on pourrait creuser encore 4 heures sur. Ouais. Mais c'est trop beau. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est l'étape finale, c'est qu'est-ce qui t'a permis de guérir? Le temps. Le temps. L'acceptation a été hyper compliquée. Moi, j'ai redéfini mes besoins. Dans mon cas, moi, où j'avais passé ma vie à m'oublier, la vie à pas connaître qui j'étais, pas connaître mes besoins. En fait, j'ai pris énormément de temps pour moi. Je me battais pour la vie, certes, mais dans cette bataille, il y avait quelque chose de très beau. C'est que j'apprenais j'étais en train de me rencontrer. Et à comprendre qu'est-ce qui se passait en moi, et à comprendre qui j'étais et ce dont j'avais besoin. Et j'ai dit stop. Et parce que j'ai dit stop, en réalité, j'ai pas dit. Mais c'est mon corps qui a dit stop, en réalité. Mais ce qui m'a aidée, c'est que quand j'ai commencé à comprendre quels besoins j'avais et à commencer à les respecter, ça a commencé à aller mieux. Mais ça a mis beaucoup de temps. C'était quoi le plus gros des besoins que tu prenais pas le temps de te donner alors? Je vais te dire un truc mais super bête. On a fait 1 an de confinement. D'accord, j'étais dans un appartement vachement sombre, très peu lumineux. Je voyais pas la lumière du jour, quasiment. Je voyais pas le ciel. Je ne savais pas que ça me touche, ça me pesait au moral. Un truc, c'est tout bête. Parce qu'il fallait rester forte, c'était toi, c'était ta mentalité. Mais c'est même pas rester fort, c'est que je ne savais même pas que ça avait impacté aussi. Moi, mon confinement, je pensais l'avoir super bien passé. Le fait d'avoir manqué de soleil, d'avoir manqué de la nature, de m'être complètement déconnecté dans cette vie à Paris où tu t'arrêtes jamais, quoi, t'es dans une machine. Et me recentrer sur moi et sur l'essence de la vie, parce que moi, il fallait que je retrouve la vie, en fait. Il faut que je retrouve des sensations de base. Quand j'ai compris que j'avais besoin de nature, quand j'ai compris qu'il fallait que je pose des limites, c'est pas parce que je disais non que c'était méchant, c'était égoïste. C'est pas égoïste de dire non. Il faut savoir dire non. Parce que quand tu sais dire non,
tu te donnes à toi ce que après tu peux donner à l'autre. C'est une grosse erreur de se dire, de croire qu'en se sacrifiant cœur, corps et âme, qu'importe enfin, c'est très compliqué, je sais, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai déconstruit, mais que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à déconstruire. Et ça est un long cheminement. Il faut accepter, il faut apprendre ses besoins, il faut les respecter. Voilà. Et Lamia, si on rappelle que c'est du cas par cas, la dépression. Oui. Donc là, tous les conseils, les magnifiques conseils que tu as donnés, ils sont sûrement bons pour un jeune sur deux. Ouais. Mais voilà, les jeunes, il faut qu'ils écoutent et qu'ils voient ce qui est meilleur pour eux. Si tu avais un jeune en face de toi, une jeune fille de ton âge, et qui justement arrivait à un stade où tu n'en pouvais plus, tu vois, est-ce qu'il y aurait des mots réconfortants qui peuvent lui faire du bien? N'oublie pas que c'est qu'un passage dans ta vie. Ouais, c'est crois pas que c'est une finalité. Moi, je pensais que je pouvais plus jamais me retrouver ou être normale. J'étais tellement dans un état... T'as l'impression que ça va jamais s'arrêter? Mais jamais. C'est un passage dans ta vie extrêmement compliqué et n'aie pas peur d'en parler. Demande de l'aide quand il faut que tu demandes de l'aide. Entoure-toi, demande de l'aide chez les médecins, les psychologues. Je sais que le psychologue, ça peut être compliqué parce que parfois, trouver le bon psychologue, c'est pas évident. Pas évident. Mais tu es le maître de ta vie. C'est un passage. Aujourd'hui, j'en suis ressortie. J'ai encore du travail. J'ai encore du travail sur plein de choses. Mais je me rends compte aujourd'hui que la lumière, elle est au bout du tunnel, les gars. La lumière, elle est vraiment au bout du tunnel. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. La vie, elle est tellement belle, il y a tellement de choses à apprendre. Et c'est une épreuve qui construit, en fait. Tu dois passer par ça pour vivre la vie que tu es censé vivre. Épanoui, avec ton vrai toi, vers la lumière. La lumière, elle arrive, elle est au bout du chemin. Il y a trop de métaphores beaux, arrête, c'est trop beau. Ouais, moi je suis une poète, je suis une poète. Lamia, c'est archi beau. Aujourd'hui, est-ce que tu prends encore des médicaments? Non, j'ai arrêté il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Un chapeau. C'est très beau parce que tu dis que tu as arrêté. Tu acceptes que le chemin, il est très long et que c'est pas encore fini totalement. Non. Et pourtant, on a l'impression que tu pètes le feu. Là, je te vois, moi, tu pètes le feu. Ouais. Mais toi, tu as assez de recul pour se dire, je pète le feu, mais il y a encore mais c'est un tâtement de terrain. Je tâte encore mes limites. Parfois, je les grille un peu. Je les flirte, tu vois. Je flirte avec. Et j'ai des retours de bâton qui sont très violents. Mais ça, c'est mon corps émotionnel qui parle. C'est ce qui est génial dans la dépression, ce qui m'est arrivé, c'est que aujourd'hui, je suis plus capable de faire même pas 1/10 et 1/5 de ce que je faisais avant parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement appris, mon corps, il a tellement compris que dès que je commence à flirter un peu trop, en fait, avec mes limites, mais il me fait un retour de bâton hyper violent, mais qui dure pas longtemps. Mais c'est juste pour me remettre en place, tu vois. C'est juste pour que je reprenne juste avant mes limites, que j'apprenne à comprendre que là, il faut s'arrêter. Et moi, je te donne ma morale que j'ai compris, toi, tu me donnes la tienne. Ouais. Moi, la très belle morale que j'ai compris, en dehors que tu es hyper courageuse, c'est que peu importe ta culture, ton âge, t'as pas besoin de vivre un deuil ou quelque chose d'horrible pour vivre une dépression. Si ça doit arriver, ça va arriver, que tu le veuilles ou non, et que tu te battes ou non. Tu peux te battre, je peux décider de te battre, on n'a pas à te dire quoi faire, mais demande de l'aide. Ça ne veut pas dire que tu es un fragile. Et quand tu te demanderas de l'aide, c'est la première phase de l'acceptation. Complètement. Et que ça peut prendre 1 mois, 1 an, 10 ans. Complètement. T'inquiète pas que ça prendra pas toute une vie. Non. Et que ça fait tellement grandir. Mais franchement, au final, c'est la plus belle épreuve qui m'est arrivée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Quand tu t'en sors, et il faut en parler pour s'en sortir, c'est un cadeau. En parler. Et apprendre à dire non quand il faut dire non. Et en parler et demander de l'aide. J'aurais jamais pu m'en sortir toute seule. C'est parce que j'ai une super équipe médicale et parce que j'ai eu un entourage extraordinaire. Mais je sais que on est tous aimés sur cette tête. Tu veux qu'on mette à l'insta de la meilleure pote, son numéro de téléphone? Je te jure, en vrai, franchement, je pourrais, mais je sais qu'en réalité, bon, moi, j'en parle parce que voilà, c'est mon expérience, mais je sais, on est tous aimés par quelqu'un sur cette terre, d'accord? Il faut en parler. Faut rien prendre sur soi. Faut tout libérer. C'est la première étape vers la guérison. Lamia, c'était magnifique. Merci à toi. On a débordé l'heure, mais ça valait le coup parce que t'as trop bien détaillé. Il faut plus de jeunes courageuses et des jeunes courageux qui osent en parler parce que c'est une preuve de force. La vulnérabilité, c'est ce qui ouvre à tellement de portes. Et comme tu l'as dit, la santé mentale, c'est la découverte de la vie. Complètement. C'est pas que du négatif, au contraire, il y a plus de positif. Complètement. Et donc merci, un grand merci à toi de ce beau témoignage. Merci à toi de m'avoir accueilli, merci à toi de faire ce que tu fais. Normal. En tout cas, ceux qui veulent témoigner, pareil, vous nous envoyez un message. Tu
tu t'abonnes, tu likes. Et Lamia, encore merci à toi d'être là.